à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, un petit point gouvernance. On s'intéressera aux enjeux de transmission dans les entreprises familiales. On fera notre tour de l'actualité de la transformation des entreprises comme tous les mois. Et on partira à la découverte de nouveaux animaux que sont les centaures. On sera ensuite dans le domaine de la publicité avec une jeune agence indépendante qui marque pas mal de points, qui gagne beaucoup de budget ces derniers temps. Et puis on terminera avec un détour par le monde de l'assurance, confronté à de grands enjeux environnementaux évidemment et sociétaux aussi. C'est le programme de Bismart, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Dominique Druon. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Dominique, présidente fondatrice d'Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. Et c'est vrai que j'aime bien me poser avec vous régulièrement sur ces questions de gouvernance parce que probablement on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que là, on enchaîne quand même depuis un peu plus de 2 ans maintenant les crises. Et c'est dans ces moments-là finalement que la gouvernance est encore plus importante parce qu'elle permet de rompre la fameuse solitude du dirigeant. Est-ce que déjà, pour commencer, Dominique, vous pouvez rappeler ce que c'est qu'une bonne gouvernance d'entreprise ? Oui, bien sûr. Alors déjà, une gouvernance d'entreprise, c'est finalement le dispositif. Donc déjà, il faut qu'il existe un dispositif de prise de décision qui vont permettre à finalement assurer la pérennité de l'entreprise. Donc la stratégie, la vision long terme, le financement de cette stratégie. Qui dit stratégie dit prise de risque, donc s'assurer que les risques sont correctement maîtrisés et globalement les objectifs pour atteindre la stratégie de transformation financier, extra-financier sont atteints. Ça, c'est la définition d'une gouvernance. Quand on est en situation de crise, le sujet de la stratégie à long terme est forcément revisité parce qu'il s'agit d'abord de passer la crise, c'est-à-dire réfléchir, avoir une feuille de route à 3-5 ans quand on ne sait pas comment, à 15 jours, est-ce que nos salariés vont revenir? Est-ce qu'on va garder des marchés? Est-ce qu'on a la trésorerie On redescend sur ce qu'on appelle le temps court. Donc une bonne gouvernance d'entreprise, c'est le dispositif qui sait adapter finalement cette sécurisation et ce challenge pour permettre à l'entreprise d'être pérenne sur ce qu'on appelle le temps long, sauf en temps de crise où on redescend globalement pour sécuriser le dirigeant, pour qu'il ne soit pas finalement seul à prendre des décisions qui sont parfois compliquées. On redescend sur le temps court. Voilà ce qu'on pourrait appeler une bonne gouvernance. Et c'est valable dans tous les types d'entreprises, que ce soit à la tête des entrepreneurs ou des, j'aime pas le mot simple, mais simples dirigeants, je veux dire, qui n'ont pas eux-mêmes construit leur entreprise? Oui. La question, c'est est-ce que c'est valable à la tête de grands groupes où on a des dirigeants qui sont recrutés, mais qui ne sont pas forcément les actionnaires, les fondateurs? Et est-ce que c'est valable pour les entrepreneurs? Alors, pour les grands groupes ou les groupes plus moyens avec des dirigeants qui ne sont pas les actionnaires, on a des gouvernances qui sont imposées quand la société est cotée en bourse. C'est imposé par l'autorité des marchés financiers. Depuis la crise de 2008, on a des codes de gouvernance en France et un peu partout dans le monde, avec des équilibres entre les représentants des actionnaires dans l'instance de gouvernance, les dirigeants, et des administrateurs dits indépendants qui représentent quelque part le contrôle, pour s'assurer que les décisions qu'on prend ne sont pas juste dans l'intérêt des actionnaires majoritaires, pas juste dans l'agenda du dirigeant, mais dans l'intérêt de l'entreprise et de toutes ses parties prenantes. Ça, c'est pour les sociétés cotées. Dans le non coté, la gouvernance n'est pas obligatoire. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. On doit le dire, en France, il n'y avait pas cette culture de rendre compte des dirigeants. Et à la crise de 2008 et depuis 2008, on a vu émerger la gouvernance dans ce qu'on appelle les sociétés par action simplifiée. Quand les sociétés ne sont pas cotées, sont des SAS, la gouvernance n'est pas obligatoire. Et on voit de plus en plus pour les entrepreneurs qui sont souvent actionnaires, pas forcément de contrôle, ils peuvent être de contrôle ou au fur et à mesure, quand il y a des levées de fonds, ils sont dilués. On voit apparaître de plus en plus de gouvernance contrôlante ou quand le dirigeant est finalement l'actionnaire,
il n'est pas obligé d'en mettre une en place. On voit apparaître des gouvernances qu'on appelle consultatives, ce qu'on appelle des advisory boards ou des comités stratégiques. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce n'était pas culturel en France. Mais ça le devient. Mais les dirigeants comprennent l'intérêt, finalement, d'éclairer leur prise de décision, leurs arbitrages, leurs orientations stratégiques en période d'incertitude. Donc, ils s'entourent de plus en plus. Et c'est le cas aussi dans les entreprises familiales ou pas ? Alors, dans les entreprises familiales, on a encore un autre sujet, c'est que y a des notions de transmission, de génération en génération. Et puis, l'entreprise et le patrimoine, non pas juste d'une personne, mais finalement de plusieurs actionnaires familiaux. C'est un peu la boîte de Pandore. Donc, on a souvent des dirigeants qui restent très longtemps à la tête des entreprises, 20, 25 ans. Et là encore, il y a un sujet générationnel. C'est-à-dire que des dirigeants de plus de 65, 70 ans n'ont pas forcément eu, quand le capital était détenu à 100% dans la famille, la culture de mettre en place une vraie gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelques amis avec des... Vaguement autour de la table, mais... C'est ça, avec, de façon informelle, on discute, mais finalement, de la transparence dans les processus de prise de décision, de l'anticipation, des arbitrages sur les réflexions stratégiques, plus de structuration dans les prévisionnels de financement, de trésorerie, dans l'analyse de prise des risques, finalement tout ce que fait une bonne gouvernance. Oui, ça apparaît dans les entreprises familiales, de plus en plus, parce qu'aussi on a, c'est une étude du METI là, qui est sortie au premier trimestre avec KPMG, 35% des ETI, des entreprises dites de taille intermédiaire, c'est-à-dire plus de 2000 ETI qui sont essentiellement familiales, dont les dirigeants vont partir à la retraite dans moins de 6 ans. Ah oui. Et quand oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait quoi, 2000 entreprises, quelque chose comme ça ? Ça fait 2000 entreprises. Ouais. Et on sait que ce qu'on appelle une transmission, qu'elle soit au niveau du capital, au niveau du pouvoir, de la direction générale, ça prend 5 à 10 ans. Donc il est temps de s'y mettre, là, en gros, c'est ça ? Exactement. Et pour s'y mettre, les gouvernances de l'entreprise et la gouvernance de l'actionnariat sont des outils extrêmement facilitants. Parce que, évidemment, dans les entreprises familiales, il y a beaucoup d'irrationnel, il y a beaucoup d'émotionnel, on mélange l'entreprise et l'affect, il peut y avoir des conflits familiaux, donc il y a beaucoup d'éléments à structurer et à organiser, à séparer, la gouvernance actionnariale de la famille, la gouvernance de l'entreprise, et c'est là, dans la gouvernance de l'entreprise, quand on fait intervenir des administrateurs indépendants, que ça peut aider à structurer, à rationaliser et à faciliter, avoir finalement des critères, avoir des process pour faciliter les transmissions. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à transmettre pour un dirigeant. Mais pour l'héritier aussi, parce qu'il y a Pauline Duval là, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps où elle dit, en fait, ne prenez pas le risque de faire disparaître ce que vous avez construit en une vie. Elle a l'hérite de son père. Il y a quand même une grosse responsabilité qui pèse sur les épaules des héritiers parce que finalement, on ne naît pas chef d'entreprise. Enfin, je ne crois pas. Donc, elle a parfaitement raison. Enfin, le témoignage de Pauline, il est extraordinaire. Elle a parfaitement raison. Et d'un autre côté, ce que vivent les dirigeants qui doivent passer la main, c'est ce qu'il y a de plus dur. Réussir qu'une entreprise leur survive. Leur sujet, c'est quel est leur agenda, qu'est-ce qu'ils deviennent quand l'entreprise a pris toute la place dans leur vie. Et certainement un déséquilibre entre un déséquilibre de vie et que la place professionnelle a pris beaucoup trop de place puisque tout est mélangé. L'entreprise a pris la place dans la vie familiale, personnelle, tout tourne autour de l'entreprise. Et de la même façon, Patrick Daher, qui est le président du conseil du groupe Daher, un groupe familial où il y a plus de 300 actionnaires familiaux, un groupe familial qui a été complètement redressé en 10 ans et qui est un succès, une ETI incroyable. Il a 72 ans, je pense, et il vient de passer à la main et il dit rien ne pousse
à l'ombre de la statue du commandeur. Donc, ce que dit Pauline et ce que dit Patrick, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que si le cédant ne laisse pas la place, indépendamment il prend la place, les salariés l'ont connu, lui doivent tout, il incarne le pouvoir. S'il ne laisse pas la place, la génération suivante doit le tuer. C'est ça, c'est tuer le père, en fait. C'est exactement ça. Et ça n'est pas possible. Ou alors, c'est des conflits de famille. Et donc, y a un sujet qui est là, finalement, évidemment, créer les conditions de l'émergence des jeunes générations, des quadras, des trentenaires. Et pour ce faire, on a aujourd'hui des dirigeants à 70 ans qui sont encore en bonne santé. Quel est leur agenda, quel est le projet, quel est le sens de leur projet, ce que moi j'appelle leur projet du premier jour du reste de ma vie. Voilà. Et donc, typiquement, Patrick Daher, il passe plus de 50% de son temps dans des conférences, auprès d'instances, que ce soit le METI, le Family Business Network, l'Institut français des administrateurs, finalement... Histoire de dire que c'est pas fini complètement, quoi. C'est ça, et surtout à donner du sens, à témoigner, à partager le retour d'expérience de la façon dont le groupe a structuré une gouvernance. C'est un groupe qui était purement familial, qui a fait rentrer BPI typiquement à son capital il y a 10 ans. Et forcément, ça a forcé à structurer une gouvernance. Et Dominique, est-ce que je vous entends parler de ces enjeux de transmission et de l'évolution nécessaire ? Et je me dis, on parle beaucoup de la formation des salariés. Est-ce qu'il ne faut pas aussi mieux former les dirigeants pour qu'ils soient mieux préparés à tous ces enjeux aussi ? Ça a toujours été un sujet. Pierre Bellon, Sodexo, fondateur de Sodexo, avait fondé l'APM, le réseau pour le progrès et le management, destiné aux dirigeants, aux patrons de PME, de TI, aussi de TPE, en partant du principe que ils avaient au moins autant besoin de se former que les salariés. Évidemment. Donc, il y a l'APM, il y a beaucoup de réseaux, il y a des programmes auprès de grandes écoles. C'est fondamental. On parlait récemment d'un programme du METI. Oui, avec HEC. Ce programme, je vous parlais de Patrick Daher. Je passais une journée récemment dans le cadre d'un programme qui est organisé par le CEDEP, qui est une émanation de l'INSEAD, sur un programme qui s'appelle Management et philosophie. Voilà. Joli programme. Joli, mais oui, puisqu'on parle du sens, oui. Du sens que veulent trouver les jeunes générations dans l'entreprise, dans l'impact de l'entreprise, dans sa responsabilité sociale, sociétale, eh bien, c'est un programme qui typiquement allie des philosophes et confronte avec des situations de direction d'entreprise. Concrètement, comment on remet l'humain et le sens pour l'humain au cœur des nouvelles visions pour nos entreprises. Merci beaucoup Dominique Druon d'être venue voir, présidente fondatrice d'Aliat. Merci beaucoup Aurélie. On poursuit cette émission avec notre point mensuel sur les transformations des entreprises en compagnie d'Arnaud Marion. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, dites-moi. D'habitude, cet adage, c'est plutôt réservé à la bourse. Et finalement, je me rends compte, en discutant avec vous, que ça concerne aussi les entreprises non cotées, les startups non cotées. Il y a un ralentissement très significatif des levées de fonds. Si je prends les chiffres, moins 20% en termes de montant au premier trimestre par rapport à l'année dernière, selon CB Insight. Et puis la newsletter Café Tech révèle qu'il y a 50 plans sociaux dans la tech en mai, ce qui est supérieur à l'ensemble de l'année 2021. Je me demande si finalement le monde de la tech est pas tout simplement en train de devenir rationnel, Arnaud. Bah oui, je crois que c'est back to the real. Je pense qu'on revient à la réalité. Moi, je me demande même si on n'est pas en train de revivre une crise de la tech comme il y a 20 ans à peu près. La bulle des années 2000, vous voulez dire ? La bulle des années 2000. On revient un petit peu à la réalité. Tesla a annoncé il y a une heure supprimer 10% de ses effectifs. Uber, c'était 20%. Et on parle là de sociétés
cotés, Airbnb 25%, et finalement il y a plus d'annonces de plans de licenciement aujourd'hui dans la tech au sens large que de levée de fonds. On a, c'est 11 000 personnes au mois de mai dont on parle. C'est une vague qui vient des États-Unis, qui touche pas mal l'Europe, encore assez peu la France, et assez confidentiel en France, mais c'est déjà en train d'exister. Mais on a Klarna, qui est une fintech du paiement fractionné, qui est suédois, qui annonce 10% de ses effectifs. C'est pas loin de 600 personnes. Ils ont même publié la liste des profils sur Internet pour essayer de les favoriser pour retrouver un job, parce qu'elle fait aussi une levée de fonds. Donc en fait, le retour à la réalité, c'est que finalement, on n'est plus en train d'acheter, comment dirais-je, du futur et autres. On sait très bien qu'il y a aujourd'hui une contraction, on a un contexte macroéconomique qui a fortement changé, et donc on est en train de dire, faut peut-être aussi gérer les bidas et pas simplement que les valos. Ce qui est plutôt sain, je trouve. Ce qui est effectivement plutôt sain, donc on les remet dans le sens de, finalement, la rentabilité est une vertu. Oui, c'est ça, mais c'est très nouveau. Mais je voyais la justification de Gorillaz, là, qui fait la livraison rapide de courses, qui dit justement il faut renforcer l'orientation de l'entreprise vers la rentabilité. Ouais. Mais jusque-là, c'est le genre de choses qui était complètement absent du discours. Oui, complètement, parce qu'ils étaient dans des optiques de part de marché et de développement international, et c'est ce qui faisait qu'ils arrivaient à devenir des licornes, à lever beaucoup d'argent. Il y a une entreprise équivalente à Gorillaz, qui est l'entreprise turque Getir. Eux, c'est carrément 4500 licenciements, quoi. Elle vaut 12 milliards, cette licorne. Donc voilà, ouais. Klarna, dont je parlais, fait une levée de fonds d'1 milliard, mais la dernière levée de fonds, c'était à 46 milliards. Là, ils veulent la faire sur une base de 30. Donc effectivement, je pense que d'abord, les valos vont descendre. Et puis surtout, la rentabilité est une vertu, donc il va y avoir des recentrages locaux. On va arrêter d'essayer de faire le POC, le Proof of Concept, dans tous les pays d'Europe ou du monde en même temps. Voilà, en même temps, alors que finalement, il faut beaucoup d'argent pour faire ça, pour essayer de montrer la pertinence d'un modèle. Mais vous prenez en France des modèles, des licornes très récentes comme Miro, comme Cameo, l'une qui met en relation des photographes et des entreprises, l'autre qui fait des vidéos personnalisées de stars. Ils ont licencié entre un quart et la moitié de leur effectif quand même. C'est quand même beaucoup. Mais est-ce que ça préfigure, selon vous, un changement de mentalité de la part des entrepreneurs, des nouveaux start-upers qui vont peut-être appréhender leur business différemment, avec justement une vision peut-être davantage orientée vers d'abord je fais ma rentabilité et ensuite je me déploie comme vous le disiez. Il y a effectivement, moi je vois passer beaucoup de dossiers aujourd'hui d'entrepreneurs qui ont refusé de faire des levées de fonds, qui ont fait vraiment leurs preuves et qui sont obnubilés par leur rentabilité, qui ont des entreprises parfois très très rentables. Vous avez vu des entreprises avec des taux de 50% d'EBITDA sur le chiffre d'affaires, des entreprises extrêmement vertueuses, financées et autres, qui à un moment se disent là j'ai besoin de passer des tailles critiques, donc il va me falloir des sous, mais ils ont voulu être autonomes et c'est très intéressant. J'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui conjuguent à la fois l'esprit start-up, mais les pieds sur terre de la PME, si j'ose dire. Vous savez, dans le bon sens du terme. Vous savez que je suis un grand défenseur du tissu des entrepreneurs français. Et donc, effectivement, pour eux, un sou, c'est un sou. Ils comptent tout. Alors, souvent, avec les limites qui sont... il y a le père, il y a la mère, il y a le cousin, il y a le frère, parce qu'ils veulent être en petit cercle concentrique, parce que souvent, ils ont commencé dans leur garage ou autre. Et donc, effectivement, je pense qu'il va y avoir ce mouvement autour de la réalité, d'abord parce qu'on est dans un monde complet d'incertitude. Là, pour le coup, le monde VUCA, dont on a souvent parlé ensemble, vulnérable, incertain, complexe, ambigu, je crois qu'on est en plein dedans, parce qu'on a du mal à se projeter. Si les valos baissent, ça veut dire qu'on va avoir de la consolidation aussi, non ? Il va y avoir des mouvements de consolidation, ça c'est une évidence. Il va y avoir, je pense que ce monde de la tech qui est toujours dans une espèce qui est toujours sur un nuage, en fait, va maintenant prendre les mêmes habitudes que le monde normal des entreprises, c'est-à-dire des plans de réduction, puis des stratégies de développement, puis des alliances, puis comment on fait des synergies et comment on est rentable. Vous savez, c'est simple. Les valorisations, c'était sur des revenus récurrents et autres. Si à un moment, on ne peut pas délivrer ces revenus, et si ces revenus délivrent énormément de déficit, ça ne va pas le faire.
Je lisais cette semaine dans le Figaro que c'était la fin des licornes au profit des centaures, qui sont des entreprises dont la valo peut toujours s'envoler, mais dont le revenu annuel récurrent est supérieur à 100 millions d'euros. Alors on peut citer dans cette catégorie chez nous en France Doctolib, Miracle, Sorar, Exotech par exemple. C'est une façon de voir les choses plus raisonnable, plus rationnelle selon vous ? Oui, je crois qu'effectivement la poudre aux yeux est en train de terminer. Je pense que tout le monde va atterrir. Je pense qu'il va y avoir des atterrissages très très difficiles parce que vous savez, toutes ces levées de fonds sont faites avec des earn-out, avec des objectifs et autres. Donc je pense aussi qu'il y aura des valses de dirigeants. On le voit bien d'ailleurs, même dans les plus grandes entreprises du monde, on voit bien d'ailleurs que les gouvernances sont en train de changer, qu'il y a des démissions. On a Sheryl Sandberg chez Meta. On voit que tout ce monde bouge parce qu'il y a des nouveaux paradigmes. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a finalement des nouveaux paradigmes qui sont en train de s'instaurer et qui vont être les futures vérités. Et le private equity, parfois, est tombé aussi dans un certain excès de valorisation. Les fonds... C'est ce que disait un des gérants d'Amundi cette semaine. Ça a fait hurler... La France Invest notamment, mais d'autres aussi acteurs du private equity. Est-ce qu'il y a vraiment des excès ou ça reste à la marge, Arnaud ? Vous savez, quand les fonds vendent aux fonds, c'est qu'est-ce qu'on fait des bonnes affaires ensemble, mais le jour où ça s'arrête, les bonnes affaires sont finies. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de ça. On le voit bien dans les deals de private equity où il faut commencer par envoyer des LOI, des lettres d'intérêt, avec des valorisations avant d'avoir le droit d'étudier le dossier. Donc il y a eu un peu, je pense qu'il va y avoir un effet de balancier. Jusqu'à présent, il y avait eu tellement de souscriptions et il y a tellement de liquidités dans les fonds qu'il y a un besoin et une nécessité d'investir. Bien sûr. Parce que si vous n'investissez pas, ça signifie que vos souscripteurs disent mais que faites-vous ? Oui, que faites-vous ? Parce que moi je souscris à votre fonds pour avoir de la rentabilité. Et là, je pense que tout ça va un petit peu se rééquilibrer, certainement avec des paramètres, je dirais, plus terriens, mais plus raisonnables. Alors, autre sujet dans l'actualité des entreprises que je voulais relever avec vous ce mois-ci, c'est la pression qui s'accentue autour de la transition énergétique. Évidemment, on a les prix d'énergie qui augmentent, ça on le sait. Donc, évidemment, les entreprises n'ont plus le choix, sauf que le problème, c'est que les investissements qui sont derrière sont colossaux. Mais j'avais l'impression qu'en France, on était encore assez protégés, puisqu'on a ce fameux bouclier tarifaire, non Arnaud ? Oui, alors, oui, mais qui paye ? Ah oui, ça, la question, on est bien d'accord. La question, c'est qui paye. Donc, pour l'instant, d'ailleurs, vous remarquez qu'on se glorifie de ce bouclier tarifaire, mais qu'à aucun moment, on prône la sobriété. Et moi, je trouve ça incroyable. Je suis un enfant des années 70, quoi. J'ai vécu dans les années 70. Moi, j'ai entendu toute ma vie à la télé. Oui, on l'a entendu un petit peu au début de la guerre en Ukraine. Ouais, mais voilà. Pas très longtemps. On nous a dit une journée, on a un risque de blackout et éviter de trop consommer. C'est ça, baisser le chauffage de 2 degrés. Voilà, les gens l'ont fait une journée. Moi, j'ai vécu avec, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Dans les années 70, avec le premier choc pétrolier. Et tout ça est loin derrière nous. Et je pense que c'est un vrai sujet, parce que d'abord, jusqu'à quand et avec quelle autorisation, accessoirement, de la Commission européenne, l'État français va-t-il pouvoir faire le bouclier tarifaire ? Ce qui explique d'ailleurs la moindre inflation chez nous que par rapport à nos voisins. Mais tout à fait. On a 3-4 points de différentiel d'inflation à cause de ça. Ou grâce à ça. Ou grâce à ça. La deuxième chose, c'est que il faut avoir en tête que le prix du mégawatt, j'oublie les excès, est passé de 20 à 120 euros du mégawatt. Ça signifie quand même que la note d'eau chaude et de chauffage d'une famille française vivant dans un logement dit social qui fait en moyenne 63 mètres carrés en France pour 4 personnes passe de 1 000 à 6 000 euros par an. Qui paye ? Le locataire, je ne pense pas qu'il en ait les moyens. Le bailleur social, je doute qu'il en ait les moyens. L'État. Et là, on a un vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est la non-sobriété, c'est l'efficacité énergétique. Il y a à peu près 1 milliard de mètres carrés à rénover. On a les bâtiments, vous savez, sont les plus grands consommateurs d'électricité. Il y a l'État qui met un peu des dispositifs en place quand même pour résoudre ça. Il y a le fameux DPE, MaPrimeRénov'. Enfin, il y a quand même des mouvements qui sont engagés. Oui, alors vis-à-vis de particuliers, pour les aider effectivement à rénover, mais vous avez tout le logement social. Ce sont des centaines de milliers
de mètres carrés à rénover. Vous avez le décret tertiaire qui impose à tout ce qui est supérieur à 1000 mètres carrés, donc dans le secteur finalement tertiaire industriel, à réduire de 40% ses dépenses énergétiques d'ici 2030. Donc il va falloir s'y faire. On est dans le Green Deal européen avec le Fit for 55. Le Fit for 55, c'est en 2030, on doit consommer 55% de moins que ce que l'on consommait dans les années 90. Il y a un travail colossal à faire dans les prochaines années. Il y a un gros retour sur investissement à avoir. On dit que, comment dirais-je, dans tout ce qui est le secteur tertiaire, il faut savoir investir 150 milliards pour faire 250 milliards d'économies. On a vu les chiffres que Geoffroy Roux de Bézieux, avec le MEDEF, a transmis, si vous voulez. Ils ont demandé à Rexecode de travailler là-dessus. Ouais, donc, on dit que pour le monde, alors l'écart est vaste, mais on est entre 31 et 43 milliards par an pour les entreprises, pour précisément financer la transition énergétique. En fait, on vient de passer d'un coup d'un seul, comme ça, de la transition écologique qui était une vague idée, à la transition énergétique qui est quelque chose d'extrêmement concret. Oui, mais cet argent-là, quand on parle de 31 à 43 milliards d'euros à investir par an pour les entreprises, ça va quand même être compliqué parce que là, on est dans une période où on n'a pas de visibilité, on a probablement une récession qui se profile. Qu'est-ce qui va motiver les entreprises demain à faire de tels investissements ? Un investissement, il est régi pour une entreprise par le retour sur investissement. Oui, donc, mais bon, ils n'ont pas forcément les moyens en ce moment. Enfin, vous voyez. Voilà. Donc, on sait que dès qu'on fait des travaux de rénovation énergétique ou autre, on peut gagner 30 à 40%. Et vous savez qu'il y a des entreprises aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais qui sont à l'arrêt et qui ne peuvent plus parce qu'elles utilisent énormément d'énergie dans finalement leur process de production, qui sont obligées de s'arrêter parce qu'elles ne peuvent pas payer ces factures-là, surtout si elles n'étaient pas avec des tarifs réglementés, d'accord ? Ou si elles n'étaient pas couvertes, par exemple pour le gaz ou autre, pour le chauffage. Donc tout ça pose un problème et les marges des entreprises ne suffiront pas à financer la transition énergétique qui est bonne, certainement pour les entreprises en matière d'efficacité et de diminution des coûts, mais qui est bonne également pour le pays et pour la planète. Et ça, c'est certainement un des grands enjeux d'un des grands programmes à venir. Bon, la Commission européenne a rappelé à juste titre que sur l'accord qui avait été fait de pouvoir lancer un grand plan par dette pour l'Europe, il restait encore beaucoup de centaines de milliards à décaisser. Et c'est là où il va falloir flécher ces investissements. Là, on va avoir besoin pour le coup de la puissance publique, mais certainement au niveau européen, pour atteindre ces objectifs du Green Deal. Mais cela dit, le montant évoqué pour les entreprises correspond grosso modo au montant des impôts de production. Voilà, hasard des chiffres. Magie des chiffres, 35 milliards d'impôts de production, il y en avait 45 milliards, il y a déjà eu 10 milliards de réfaction. Et effectivement, il y a ça. Est-ce que aussi il va y avoir la bonne répartition de cette valeur entre ceux qui ont besoin de faire ces travaux et les autres ? Mais effectivement, ça correspond à ça. Et comment être sûr que si on supprime les impôts de production, l'argent économisé ira bien dans ces investissements-là ? Enfin, c'est là où à un moment il va falloir conditionner et c'est là à un moment où l'État aussi va devoir se dire comment je fais face à 40 milliards de recettes en moins. Effectivement, par les temps qui courent, c'est pas un mince problème. On est quand même à mi-année, donc je voulais faire avec vous un point sur les autres grandes tendances de l'année en cours pour la transfo des entreprises. Parmi celles qui ont retenu mon attention, il y a la réallocation du capital et du travail. Qu'est-ce que vous entendez par là, Arnaud ? En fait, on voit qu'on a des secteurs qui sont complètement en déclin, on a des secteurs qui sont en croissance, en effervescence. On l'a vu notamment à l'occasion de la pandémie. Pour moi, la crise ukrainienne agit comme une espèce de réplique de la pandémie, en fait. La pandémie a montré les limites de la globalisation. La crise ukrainienne met fin carrément à la mondialisation. Et puis, dans le même temps, vous avez des secteurs traditionnels de l'automobile qui sont en déclin. Vous avez des secteurs de l'énergie, de la santé qui sont, alors pour le coup, en pleine explosion, de tout ce qui tourne autour de l'électrique ou autre. Et là, ça pose des problèmes parce que finalement, il y a des pans entiers qui vont s'arrêter, des pans nouveaux qui commencent. Et on a ce problème d'allocation de capital et de travail. D'abord, les investissements vont se flécher naturellement vers ce qui va être en croissance. Mais on a le problème des ressources. Vous savez, on parle beaucoup de pénurie, de difficultés de recrutement. Et pour le coup, on sait très bien qu'il nous manque
400 000 postes en France, 400 000 emplois, ouais, c'est ça. 100 000 à peu près dans l'IT, tout ce qui est l'IT ou autre, hein, l'informatique, beaucoup dans les cafés, hôtels, restaurants. Et donc, il va falloir former des gens. Et là, pour moi, c'est le double enjeu dont on a souvent parlé, c'est-à-dire c'est l'enjeu de formation au niveau des entreprises et c'est l'enjeu d'éducation au niveau des États. Et donc, la question, c'est où va la valeur ? Et vous savez, les investissements, ils sont toujours fléchés vers là où va la valeur. Effectivement, on a vu, comment dirais-je, une partie de l'économie traditionnelle un peu remise en cause. Aujourd'hui, les poches pour la santé, pour la tech encore, bien évidemment, mais on est dans des notions un petit peu différentes sur la tech. C'est comment l'innovation, finalement, va permettre de décarboner, comment l'innovation va permettre d'être beaucoup plus efficient, comment on va marier l'innovation, les startups et l'industrie traditionnelle pour changer l'industrie. C'est ça, toute cette allocation des ressources. Il y a une question de formation, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi une question de salaire. Ouais. Vous voyez Apple qui augmente de 48%, j'en suis toujours parmi les salaires de ses vendeurs aux États-Unis. C'est quand même... ça veut bien dire qu'il y a un sujet aussi qui va être prégnant pour les entreprises, ça va être la valeur du travail. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et vous savez, dans des secteurs comme la restauration, aujourd'hui, les salaires qui sont négociés, ce sont des salaires nets du prélèvement à la source. C'est-à-dire, c'est comme les footballeurs, alors c'est pas la même échelle. Non, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, je veux gagner 2500 € net des impôts. C'est-à-dire qu'on est dans des nouvelles tendances aujourd'hui, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de grille, parce que les nouveaux rentrants, finalement, sont survalorisés. Tout le monde n'a pas le même taux d'imposition, oui. C'est extrêmement compliqué. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible à gérer et tout. Et dans vous demandez à tous les restaurateurs, tous les gens qui font de l'hôtellerie, le turnover est extrêmement important. C'est 10, 15, 20% de l'effectif tous les mois. Tous les mois, ça tourne et tout. Beaucoup de mal pour garder les gens. D'ailleurs, pour beaucoup d'entreprises, vous savez, là, il y a des dispositifs. Vous avez parlé des parkings Indigo qui avaient mis ce dispositif WAR, Welcome, Attract, Retain. C'est-à-dire qu'il faut attirer les gens, mais il faut savoir les accueillir, il faut savoir les retenir. Et en plus, il y a quelque chose de nouveau maintenant, c'est le Results Only Work Employment, c'est-à-dire dispositif ROV qui vous dit, en fait, peu importe où je travaille et comment je travaille, seul le résultat compte. Donc, je veux travailler de mon canapé, de chez moi. Et ça remet en cause, d'ailleurs, tout un tas de formes de management. C'est une vraie difficulté pour les entreprises parce que pendant les 2 ans de pandémie, beaucoup de salariés ont pris des habitudes complètement différentes. C'est pour ça qu'il y a un tel manque dans la restauration. Et vous allez voir, le manque cet été, ce qu'on appelle les saisonniers. Ouais. Voilà, il y a 60 000 à 100 000 saisonniers qui vont manquer, en plus des 200 000 personnes qui manquent dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc effectivement, le salaire, aujourd'hui, on va être sur une inflation des salaires. Moi, la question que je me pose, c'est au moment où les marges se contractent, au moment où il y a un renchérissement de tout ce qui est intrant, de tout ce qui est amont, je ne sais pas comment les entreprises vont faire pour payer ça. Merci beaucoup Arnaud Marion, on se retrouve très vite. Merci Aurélie. Pour un nouveau tour d'horizon des transformations des entreprises. On poursuit cette émission avec Guillaume Lartigue, bonjour. Bonjour. Alors, coprésident et directeur de la création de Steve, on va parler de l'un des sujets de prédilection, la pub, puisque vous êtes une agence de pub indépendante fondée en 2015, en pleine phase d'accélération en ce moment. Alors, Steve pour Steve Jobs, parce que votre créneau, c'est la pop culture. Et moi, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment un élément de différenciation ? Est-ce que, finalement, c'est pas un peu l'essence même de la pub d'aller puiser dans la pop culture ? Si, c'est pas faux. Ce que vous me dites. Ah, je suis contente. C'est assez juste, mais jusqu'à présent, personne ne le dit, je pense, et on a tendance même à l'oublier. Je pense qu'on oublie que les marques ont vocation à être populaires, en fait, depuis toujours. Elles ont envie de cette popularité, et puis au fil des années, elles l'ont un peu oublié. Il y a un sondage qui m'a pas mal marqué. Je lisais un bouquin des années 80. Et il y avait un sondage dans un bouquin avec une préface de Séguéla qui disait en 85 à peu près, 79% des Français adorent la publicité.
Et puis aujourd'hui, on nous dit que la publicité, elle est chiante, personne ne l'aime, on la déteste. Et puis je trouve que c'est un petit peu facile de dire qu'on la déteste parce qu'elle est partout. Parce que déjà, à l'époque, on la voyait beaucoup. Moi, je regardais la télé, elle coupait les films. C'était désagréable et on l'aimait quand même. Ouais. Et puis je me suis posé la question de pourquoi on l'aimait et pourquoi on l'aimait moins aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, la publicité, elle est moins bien produite. Elle est moins bien, on va dire, elle est moins réfléchie. On prend moins le temps de faire des belles publicités. Et c'est là qu'intervient la pop culture. Aujourd'hui, chez Steve, en fait, on cherche, à travers la pop culture, à recréer du lien entre les marques et leur public, en mettant des références pop culture. Alors, c'est quoi la pop culture ? C'est la culture qu'on va chercher dans les médias, qu'on va chercher dans le cinéma, qu'on va chercher dans les mythes, qu'on va chercher dans la télévision. La littérature, voilà. C'est cette culture qu'on a tous en commun, qu'on partage, qui est notre lien en commun. Et quand on prend des éléments de pop culture et qu'on les met dans la stratégie ou dans la création publicitaire, on crée du lien plus rapidement, on crée de l'amour entre les marques et leur public, et on recrée du lien social. L'idée, c'est quoi ? C'est que comme ça, elles sont davantage ancrées dans le quotidien des consommateurs ? Oui, elles sont... Parce qu'il y a un petit lien affectif. Exactement, il y a un petit lien affectif, elles leur parlent plus. Elles les représentent mieux, en fait. Les marques ont un rôle hyper important depuis toujours. Elles sont là pour représenter les tendances dans la société, pour être un petit peu des phares. Et on a envie que ces phares brillent à nouveau. Moi, j'adore les marques, je suis un fils de pub. J'adore la publicité. On a envie, en fait, de retrouver des belles marques, des marques que les gens aiment, tout simplement. Et pas qui soient juste performantes d'après des datas. Y a un truc qui est assez amusant. Aujourd'hui, on essaye de segmenter beaucoup les cibles. Vous voyez, on se dit oui, il y a cette cible-là, cette cible-là, cette cible-là. Nous, on a plutôt l'envie de faire le contraire, d'avoir des marques qui parlent à tout le monde, qui plaisent à tout le monde. C'est ça notre objectif premier. Et puis, je peux vous dire aussi que moi, quand j'ai commencé la pub, c'était le début de l'ère du digital. Et plutôt que d'aller chercher des prix dans les festivals de pub, moi, ce qui me plaisait, c'était de regarder, quand je mettais un film sur Internet, de voir combien il y allait y avoir de vues à ce film, combien, si mon film allait plaire au public. Et donc, chez Steve, on a cette culture d'abord d'avoir des publicités qui plaisent au public avant peut-être de plaire aux publicitaires ou à une forme d'élite, quoi. Donc on assume complètement ce côté populaire. Cette stratégie, ça a l'air d'être payant parce que l'année dernière, vous avez fait 50% de croissance. Vous avez eu 15 nouveaux budgets. Et encore 2 nouveaux depuis le début de l'année, puisque vous avez gagné Flunch et Before-Bank. Comment vous avez expliqué cette accélération, surtout après la vague Covid ? Je pense... Alors, il y a deux choses importantes. Déjà, je pense que les gens ont envie de bonne humeur. Cette pop culture, c'est quelque chose qu'on partage, mais on en a marre... il me semble, d'être dans de la communication un peu alarmiste, un peu triste, jouer sur le tir-larme, les sentiments un petit peu comme ça. On en a eu pas mal, là, des films comme ça. On en a eu beaucoup. Je ne citerai pas de marque, mais j'en vois 2-3. Ouais, je pense qu'on peut tourner la page et avoir des publicités qui ont envie d'être populaires et qui sont positives, qui sont sympas, tout simplement, quoi. Bon, il y a vraiment une place pour ces pubs-là. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'un de mes associés, au début de l'année dernière, qui s'appelle Nicolas Lévy, qui venait de chez Marcel, donc une grande maison du groupe Publicis, qui nous a permis aussi cette accélération. Nicolas, il vient incarner le planning stratégique. Moi, j'incarne la création et mon autre associé, Grégoire Soufflet, lui, il s'occupe du commercial à l'agence, il vient l'incarner. Et en fait, ce trio nous a permis vraiment de donner un gros coup de boost à l'agence. Alors évidemment, il n'y a pas que, il y a toute l'agence. On a appelé Agence Steve, vous savez, en référence à Steve Jobs, comme vous l'avez dit, oui, c'est vrai, parce qu'on pense que c'est le plus grand marketeur, le plus grand publicitaire de notre époque, de notre temps. Donc on avait envie de lui donner, de lui faire un hommage. Mais on l'a appelé aussi Steve parce que c'est un prénom sous lequel tout le monde peut se fédérer. Et vraiment, il y a un esprit de corps à l'agence. On a envie de faire de la pub dans la bonne humeur, en fait. Et ça, c'est hyper important. Je pense que nos prospects et nos clients le ressentent. On construit les choses dans la bonne humeur et ça nous permet d'être meilleurs. Est-ce que c'est cette accélération et ce gain comme ça et cette croissance, ça vous a amené à changer votre façon de travailler ? Ça nous a obligés à nous structurer. Ouais. C'est sûr. Donc là, on a un codir. On n'avait pas de codir avant. On était 2-3 associés un petit peu à discuter des décisions à prendre. Là, on est 7 maintenant. Ça nous permet de garder de la proximité avec chacun. On est 70 à peu près à l'agence. Donc je pense que cette année, on fera encore 50% de croissance et on a un peu plus de clients que ce que vous avez encore dit, puisque ça continue à bien marcher. On croise les doigts, on touche du bois, on sait d'où on vient, on sait qu'on est... Quelqu'un disait qu'on est toujours à... Je ne sais plus qui c'est, mais c'est un publicitaire qui disait on est à 3 coups de fil de fermer la boutique quand on travaille dans la pub. Donc ça, on ne l'oublie jamais. Mais ça marche bien et en effet, on se structure en ce moment. On se structure aussi avec Lana et Lily. Lana et Lily, c'est notre boîte de prod interne. Alors
Alors, évidemment qu'on travaille avec les grandes maisons de production pour les films de pub, c'est hyper important, ils ont des réalisateurs qu'on n'aura jamais autrement, mais et un savoir-faire qu'on n'aura pas nous, mais quand on doit produire sur des budgets plus contraints, on le fait grâce à notre prod interne et on peut avoir des productions de belle qualité, ce qu'on appelle avoir une production value grâce à cette prod interne, pour toujours avoir des pubs, on va dire, de belle qualité. C'est important. Quelle est votre campagne la plus pop ? La plus pop, ce sera sûrement la prochaine, quoi. À chaque fois que je pose une question dans ce genre, les publicitaires me font toujours la même réponse. Ok, alors moi je veux bien. Il y en a plein de pop. J'adore la campagne qu'on a fait pour Disons Demain cette année. Disons Demain, c'est un client hyper important pour la. Elle est très drôle, cette campagne. Ouais. Elle m'a fait beaucoup rire en vrai. Et elle est très pop parce qu'elle vient prendre au code du cinéma des années 60, elle vient les détourner. Disons Demain, c'est une marque très importante pour Steve puisqu'on a gagné. C'est le premier client pub qu'on gagne chez Steve il y a 5-6 ans. C'est le site de rencontre des plus de 50 ans du groupe Mythique. Et ça fait 5 ans qu'ils nous renouvellent leur confiance. Et on construit la marque avec eux, toujours avec des résultats super positifs. Et c'est vrai que c'est une immense fierté de pouvoir les accompagner. J'ai vu aussi celle, je prends beaucoup le métro, donc j'ai vu celle d'Evaneos aussi, que j'ai trouvée très sympa. Oui. Vous parliez effectivement de ce côté sympa de vos publicités. C'est une marque de fabrique pour vous, ça. C'est qu'avant tout, il faut qu'on se dise « Ah, c'est sympa ». Mais exactement, en fait. Je pense qu'une pub qu'on aime, c'est une pub qui va performer. Je trouve que c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients. J'en ai mais regardez si vous aimez la pub, plutôt que vous poser 15 000 questions hyper rationnelles. Si elle vous touche, s'il se passe un truc à l'intérieur, que vous la voyez, vous dites « Elle est sympa », vous allez vous en rappeler, évidemment, et vous allez vouloir l'acheter, le produit derrière. Quelles sont vos ambitions pour demain? J'ai vu que vous aviez renforcé justement, vous êtes directeur artistique, votre team créa il n'y a pas longtemps. Oui, directeur de création. Oui, on a un nouveau team créa qui nous a rejoint, Jean-François et Emmanuel, qui sont des créatifs qui ont plus de 25 ans d'expérience. Pourquoi on a choisi Jean-François et Emmanuel? Parce qu'ils ont une grande connaissance de la publicité, on va dire, classique. Il nous manquait un petit peu ce profil-là et ils vont venir pouvoir m'aider à encadrer les créatifs de l'agence. On a d'autres directeurs de création qui sont déjà là, qui le font très bien, mais je pense que c'est une nouvelle corde à notre arc. Et ce qui est intéressant chez Steve, c'est qu'on aime la polyvalence, on aime s'entourer de gens très différents. C'est aussi ça la pop culture, c'est piocher un petit peu dans tous les univers et c'est ce qu'on a chez Steve. Merci beaucoup Guillaume Lartigue, coprésident et directeur de la création de Steve. Merci à vous. On termine cette émission avec Jean-Laurent Granier, bonjour. Bonjour. PDG de Generali France. Alors, pas mal de sujets avec vous à voir autour des nombreux enjeux du secteur des assurances. Mais je voudrais qu'on commence par revenir sur la fronde d'actionnaires qui a secoué votre groupe au cours des dernières semaines. Alors, épisode qui s'est clos vendredi dernier avec la démission du magnat italien de la construction Francesco Gaetano Caltagirone qui menait justement cette fronde d'actionnaires minoritaires et qui dénonçait les orientations stratégiques de Generali. D'abord, comment est-ce que votre groupe sort de cette période un petit peu trouble ? Alors, je dirais que notre groupe sort d'une période qui était effectivement, du point de vue médiatique, un petit peu chahutée, mais il sort renforcé. Les résultats 2021 en témoignent. Nous avons résultat record, c'est ça ? Résultat record, une solvabilité de 127%, 2,8 milliards d'euros de résultats nets, un chiffre d'affaires de près de 76 milliards. Et je dois dire, un bilan du management et des 2 mandats de Philippe Donnet qui était particulièrement salué par le marché. Et c'est pour ça que cette fronde actionnariale, je pense, n'a pas été bien compris par tout le monde et que le verdict de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 29 avril était particulièrement clair puisque la liste recommandée par le conseil d'administration sortant et qui au passage comportait une très grande majorité de membres indépendants et un équilibre homme-femme tout à fait respecté, a remporté cette élection et donc avec 10 administrateurs sur 13 a permis d'attaquer ou d'entamer une nouvelle phase de gouvernance, on va dire plus sereine et probablement plus apaisée. Vous l'avez dit, il y a eu une démission, il y aura un nouvel administrateur nommé. Voilà, des conclusions ont été tirées d'un verdict qui a été donné en fait par les grands actionnaires italiens et internationaux, puisque nous sommes un groupe international, il y a beaucoup de présence de nos actions sur les marchés internationaux, et je pense que les grands fonds, les grands gestionnaires d'actifs, comme le fonds souverain norvégien par exemple, ont approuvé une continuité stratégique qui avait été présentée au marché dans le cadre d'un nouveau plan triennal le 15 décembre dernier, en toute transparence. Il y a eu quand même pas mal de papiers sur ce sujet dans la presse. Moi, je me demandais comment c'était vécu par les équipes en interne à ce moment-là.
quand il se passe des choses comme ça? Quand il se passe des choses comme ça, il est vrai que c'est pas facile à vivre pour les équipes du head office, de la holding, en Italie notamment, parce que Generali étant emblématique en Italie, il y avait des articles tous les jours dans la presse qui spéculaient et qui parfois remettaient un peu d'huile sur le feu ou tout simplement répétaient un peu en boucle les mêmes choses. En France, les équipes étaient très sereines et nous avons également fait une année 2021 qui a été remarquable, qui a été jugée comme ça, avec plus de 15 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons 6 millions d'assurés en France, dont 500 000 professionnels. Et nous avons fait en 2021 le deuxième résultat du groupe après l'Italie. Nous sommes évidemment très forts en Italie, mais c'est la première fois que nous sommes deuxième, je dirais, contributeur du groupe avec 625 millions. Nos collaborateurs étaient sereins parce que je pense qu'ils partageaient cette envie de surmonter les challenges, cette envie de pouvoir montrer la qualité du travail qu'ils développent au profit de leurs clients tous les jours. Et donc, on était peut-être moins affecté par les soubresauts dans la presse. Et d'ailleurs, la presse française était confiante sur le renouvellement du management qui s'est finalement confirmé à l'Assemblée générale. Vous parliez des résultats records pour l'année dernière. Ça semble quand même se tasser un peu au premier trimestre. J'aimerais comprendre dans quelle mesure est-ce que vous êtes exposé à la situation en Ukraine. Alors, nous ne sommes pas exposés directement à la situation en Ukraine parce que nous n'avons pas d'activité là-bas et pas de filiale. Le groupe avait 2 présences en Russie qui toutes les 2 ont été annoncées comme devant être fermées. Vous étiez le premier assureur à prendre cette décision d'ailleurs, non ? Oui, on a été le premier à l'annoncer. Il y avait un bureau de représentation du groupe qui a été fermé immédiatement. Il y a une participation minoritaire dans une société russe qui doit être la 2e du marché. Tous nos administrateurs ont démissionné et il y a eu des dépréciations d'actifs liés à cette société pour 136 millions d'euros qui ont été pris en compte dans les comptes du premier trimestre. Et enfin, nous avons une petite société d'assistance et nous sortons également de cette activité en Russie. Voilà. Donc bien sûr, ça c'est un environnement qui affecte tout le monde. D'abord, c'est un environnement dramatique en Europe, de voir le retour de la guerre, de voir ces victimes, ces réfugiés. Nous sommes chez Generali particulièrement sensible à la cause des réfugiés parce que nous avons une fondation qui, bien avant l'invasion de l'Ukraine, s'intéressait à la cause des réfugiés qui s'appelle The Human Safety Net, on en reparlera peut-être. Mais je dirais l'impact, bien sûr, géopolitique est désastreux. L'impact économique, c'est un renforcement de l'inflation. Toutefois, l'impact financier sur le groupe de Generali est limité. Il a été exposé au premier trimestre de cette année, je le disais, et je confirme, nous n'avions pas d'activité en Ukraine et donc pas de discontinuité de ce point de vue-là. Vous avez lancé votre nouveau plan stratégique avec pour objectif une croissance durable. Qu'est-ce qui définit, selon Generali, une croissance durable ? C'est une vraie question et je ne veux pas employer une formule toute faite. Ce que nous voulons, c'est être un champion de la durabilité, toute catégorie. Ce que nous voulons, c'est être un investisseur responsable, et un assureur par construction est un très gros investisseur. En France, par exemple, nous avons 140 milliards de total de bilan. Nous voulons être un assureur responsable qui favorise les comportements responsables de ses clients et répond à leurs exigences en cette matière. Et nous voulons être également un employeur responsable. Ça fait beaucoup de chantiers à adresser. Ça fait beaucoup de chantiers à adresser, et ça fait aussi des nouveaux indicateurs à suivre, puisque désormais, il ne suffit pas d'affirmer, mais il faut démontrer que ce que nous faisons va aller dans le sens d'une croissance durable et responsable. Ça se voit et ça se verra de plus en plus à travers nos choix d'investissement. Ça se voit à travers les politiques de prévention que nous développons vis-à-vis de nos entreprises clientes. Nous sommes le premier groupe en France à avoir développé un prix pour les PME qui reconnaît leur comportement durable et responsable. Nous avons fait ça sous le parrainage du ministère de l'économie et de M. Bruno Le Maire. Et nous avons la volonté d'encourager ces comportements responsables, y compris des PME. On prend souvent que c'est un sujet de grands groupes exclusivement. Chez Generali France, nous sommes un assureur de PME. Et donc ça passe par cette vision 360 degrés de l'impact qu'on a sur l'environnement, sur les chaînes d'approvisionnement, sur la consommation énergétique, etc. etc. Et nous avons créé ce prix Enterprise pour également, dans le domaine des PME, les inciter à des comportements responsables. C'est donc la croissance que nous cherchons. Ce n'est pas une croissance tous azimuts, c'est une croissance qui prend en compte ces dimensions-là et qui en plus se veut équilibrée en intégrant des thèmes sociétaux comme la prévention et la santé, par exemple. Ça veut dire que vous pourriez refuser d'assurer un client qui ne serait pas suffisamment responsable selon vos critères ou conditionner vos garanties à certains objectifs de performance sociale ou environnementale ?
Oui, ça veut dire que nous allons faire évoluer notre politique en la matière. Bien sûr, il est question d'accompagner nos clients, pas de les sanctionner. Mais nous pouvons définir des critères de prévention qui sont en perspective, avec des investissements qui vont également rendre l'entreprise plus durable vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de, je parle de nos entreprises clientes, vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses salariés. Et donc, oui, on peut imaginer que dans le futur, nous conditionnions certaines garanties au fait d'avoir pris certaines décisions, pris certaines précautions, adapté certaines pratiques. Et ça fait partie de l'évolution que nous voyons dans notre métier, où la dimension prévention, c'est-à-dire diagnostic au départ, où est-ce que nous pouvons constater des problèmes, où est-ce qu'il peut y avoir des atteintes, par exemple, à l'environnement. Nous développons des recherches spécifiques sur le changement climatique et prendre en conséquence des décisions qui vont permettre d'accompagner le client vers des comportements qui seront plus responsables et plus durables. Justement, vous mentionnez le réchauffement climatique. Évidemment, les assureurs sont en première ligne. Selon le World Property and Casualty Insurance Report de 2022, seulement 8% des assureurs ont des modèles d'affaires résilients face au climat. Au niveau mondial, les pertes économiques dues au changement climatique ont augmenté de 250% au cours des 3 dernières décennies. Comment est-ce que vous prenez, vous, en compte ces données et comment est-ce que finalement, vous essayez de mieux concilier prévention et gestion du risque ? Alors, d'abord, nous travaillons effectivement sur les données. Nous travaillons sur la compréhension des mécanismes qui sont à l'œuvre. Vous savez, Generali est une entreprise qui a 190 ans d'ancienneté. Ça veut dire une capacité à accompagner les cycles ou à décrypter les mouvements de l'économie et les mouvements de civilisation. Et pour prendre l'exemple spécifique du changement climatique, ce que nous cherchons à étudier avec une cellule de recherche et développement que nous avons développée en interne Generali France, que nous appelons le Generali Climate Lab, à comprendre les endroits qui seront plus exposés au changement climatique, à essayer d'inciter nos assurés quand ils choisissent un lieu de résidence, les informer, les inciter à choisir des endroits moins exposés, leur donner des informations par avance lorsqu'ils se préparent une série d'orages ou d'événements naturels. Et donc de lier le travail de recherche fondamentale que nous faisons sur les grandes tendances, dont la première, bien sûr, c'est le réchauffement en général, et en particulier le réchauffement des océans, qui est particulièrement préoccupant et qui est générateur de désordre climatique, et d'autre part, des décisions très concrètes au quotidien pour aider nos assurés, nos clients, à se prémunir, à comprendre ce qui peut se passer, et enfin, nous détectons des zones qui vont être de moins en moins assurables, et de ce point de vue-là, nous le faisons savoir, et nous indiquons que dans ces zones-là, il va probablement y avoir de plus en plus de difficultés à assurer les gens à cause de leur exposition aux risques naturels. Donc voilà l'exemple de ce que nous pratiquons en cette matière. Vous l'avez dit, les pertes, les coûts liés à ces événements sont en train d'augmenter dramatiquement. Et c'est pour ça aussi que nous avons un plaidoyer pour la durabilité. Nous disons qu'un monde à plus de 2 degrés supplémentaires deviendrait inassurable. Nous savons aussi que nous devons à nos clients d'être plus robustes et plus résilients. Ils sont demandeurs que nous ayons et que nous encouragions les comportements responsables, mais ils sont aussi demandeurs de confiance. Ils veulent pouvoir dire, si je m'assure auprès de vous, si je place mon épargne auprès de vous, il faut que je puisse avoir confiance sur votre capacité à tenir dans la durée. Donc travailler sur la robustesse de nos modèles et sur notre résilience, c'est aussi notre devoir. La durabilité, toute catégorie. Vous avez mentionné tout à l'heure une fondation. Ça fait partie des choses qui sont importantes aujourd'hui quand on est à la tête d'une entreprise, de pouvoir redonner en quelque sorte à la société d'une façon ou d'une autre ? Absolument, absolument. Notre rôle, il va au-delà du fait de simplement bien faire notre métier. Nous sommes une entreprise très importante, je citais tout à l'heure 140 milliards de total de bilan en France. Nous sommes une entreprise solide, c'est-à-dire qui est en capacité de dégager des résultats positifs qui ensuite permettent de réinvestir et de tenir dans la durée. Et donc, nous devons prendre aussi d'autres initiatives pour restituer à la société plus de sécurité, plus de capacité à régler des problèmes. Nous avons créé une fondation mondiale qui s'appelle The Human Safety Net, dont le siège, dont le bureau central est à Venise, qui est capitale mondiale de la durabilité. Et nous avons inauguré mi-avril les nouveaux locaux en ouvrant pour la première fois la moitié de la place Saint-Marc, dont Generali est propriétaire, les procurati vecchiai au public. Et nous avons développé des activités dans tous les pays du monde où
nous sommes présents, en particulier en France, au travers de 2 domaines principaux. D'une part, l'accueil et la remise dans le monde du travail des réfugiés qui apportent un savoir-faire pour faire en sorte qu'ils ne soient pas un fardeau pour la société qui les accueille, mais pour qu'ils retrouvent eux-mêmes une chance et qu'ils soient une chance pour le terrain économique et social dans lequel ils arrivent. Nous avions bien sûr entamé ceci bien avant l'invasion malheureuse de l'Ukraine, mais nous continuons et nous amplifions notre effort dans ce domaine-là. Et par ailleurs, nous avons une activité spécifique envers les familles vulnérables, parce que nous sommes conscients que pour préparer la génération d'après, lorsque des familles sont dans la précarité, c'est au début de la vie qu'il faut être présent, donner des conditions de vie, d'éducation, d'apprentissage de la santé, de l'hygiène, etc., qui vont permettre aux jeunes enfants d'avoir toutes leurs chances pour la vie future. Et donc, c'est une deuxième type d'activité que nous développons chez THSN, de Human Safety Net, en partenariat avec des associations très connues comme Singa pour l'accueil des réfugiés ou comme les orphelins apprentis d'Auteuil pour les familles. Dernière question, Emmanuel Macron envisage de conditionner la rémunération des dirigeants à des objectifs justement environnementaux et sociétaux. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous êtes favorable ? Tout à fait. C'est quelque chose qui non seulement ne nous choque pas, mais qui me paraît, à moi à titre personnel, mais également dans mon groupe, totalement naturel. Aujourd'hui, une part de notre rémunération variable est directement liée à des objectifs sociétaux, environnementaux, incluant d'ailleurs les objectifs DEI, Diversity, Equity, Inclusion, pour aller au-delà des simples sujets climatiques qui sont bien sûr déjà très lourds. Et j'imagine, et je suis favorable à ce que ce poids dans la rémunération variable de ce type d'objectif augmente au fil du temps. Ça fait partie de notre responsabilité de dirigeants. Ça fait aussi partie de notre responsabilité corporate, collective, de rendre des comptes sur ce que nous faisons. C'est pour ça que vous savez, il y a une série de taxonomies qui sont en train d'être préparées pour qu'il y ait de véritables indicateurs vérifiables qui soient exposés, où l'on puisse se dire ce que l'on a fait, les progrès que l'on a fait, les résultats qu'on a obtenus, et que ce ne soit pas simplement ce qu'on a pu appeler le greenwashing ou des déclarations pour faire bien à une tribune, mais qui peut-être ne sont pas toujours suivies des faits. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que ceci soit fortement encadré, crédible, pour que cet effort tenu dans la durée fasse vraiment de nous un champion de la durabilité de toute catégorie. Merci beaucoup Jean-Laurent Granier, président directeur général de Generali France. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier pour une émission Best of. Donc pas de podcast lundi. En revanche, il sera là mardi. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.